Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre invitation. Il me revient de vous présenter en effet l'action conduite par le ministère en matière de prévention et de lutte contre les violences dans le sport. Tout d'abord, je crois utile de rappeler de quoi nous parlons. Nous parlons de violences sexuelles. Nous parlons de crimes, de délits tels qu'ils sont définis dans le code pénal. Pour être très concret, parce qu'il faut mettre des mots sur ce terme de violence sexuelle de manière plus précise et concrète, nous parlons de viol, nous parlons d'agression sexuelle, autre que le viol, nous parlons d'atteinte sexuelle sans violence, contrainte, menace ni surprise, nous parlons de harcèlement sexuel, nous parlons d'exhibitionnisme, de voyeurisme et aussi de bizutage. Il nous faut aussi avoir à l'esprit que les peines prévues par le code pénal attachées à ces infractions sont susceptibles d'être aggravées lorsque la victime est un mineur de moins de 15 ans ou lorsque les faits ont été commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions. Nous voyons bien là en quoi le monde du sport est particulièrement concerné, en ce qu'il accueille un nombre très important d'enfants et de jeunes encadrés dans le cadre de l'activité qu'ils pratiquent. Alors j'ajoute que cette question des violences sexuelles croise d'autres types de violences, de maltraitance qu'il ne faut pas occulter. Et c'est d'ailleurs un des objets de la conférence, puisque nous parlons aussi de violences sexistes, de violences physiques ou psychologiques liées à des comportements inappropriés de la part de certains acteurs éducatifs pourtant, ou encore de méthodes d'entraînement à proscrire. Nous parlons de violences qui interviennent dans tous les contextes de pratique d'activités physiques ou sportives, qu'il s'agisse de pratiques de loisirs ou au plus haut niveau de performance. Nous parlons de violences dont les victimes, comme l'a rappelé Monsieur le Préfet tout à l'heure, pour 98% d'entre elles étaient des mineurs au moment des faits, étaient des enfants. Il n'est pas inutile non plus de rappeler que les politiques de prévention qui ont été mises en place, initiées par l'État depuis plus de 20 ans, s'inscrivent dans une chronologie de témoignages de victimes qui ont eu le courage de révéler ce qu'elles avaient subi. Pour le dire autrement, et ça a été très bien dit dans le micro-trottoir qu'on vient d'entendre, ces violences existent depuis longtemps, mais la libération de la parole est le fruit d'un long cheminement que nous nous devons d'affronter aujourd'hui, nous le devons aux victimes. Dans les années 90, c'est le premier témoignage public de Madame Moyon-Debec dans son livre « La médaille et son revers ». Elle relate des faits dans le monde de l'athlétisme. Elle est avec nous ce soir et je la salue. À la fin des années 2000, en 2007, le témoignage de Madame Isabelle de Mongeau dans son livre « Service volé », cette fois dans l'univers du tennis. À ce moment-là, en 2007-2008, Madame Bachelot, alors ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, initie pour la première fois une enquête universitaire sur la connaissance de ce phénomène. Je salue ici le docteur Greg Descamps, qui est un des auteurs de cette étude. Il est présent avec nous également. Cette enquête, elle dresse déjà un accablant constat. Madame Bachelot met alors en place un plan de lutte contre le harcèlement et les violences sexuelles dans le milieu sportif. Ce plan est actualisé en 2014, initié sur le fondement d'une évaluation de la politique de 2008 à laquelle j'avais contribué dans le cadre d'un rapport de mission de l'inspection générale remis au ministre. Puis, 2019-2020, la déflagration. Je pense que le mot n'est pas assez fort pour dire ce que le monde du sport a vécu au cours de cette année 2020. D'abord, une enquête salutaire, une enquête médiatisée, dite enquête disclose, le revers de la médaille, fin 2019. Cette enquête journalistique met en évidence des faits, dont certains anciens, et surtout les failles de l'écosystème sportif qui n'a pas su, qui n'a pas voulu traiter les affaires comme elles auraient dû l'être. Cette enquête, elle met aussi en exergue une responsabilité collective dont nous avons depuis pu analyser les raisons. Et puis 2020, c'est bien sûr le témoignage de Madame Sarah Abitbol,
dans son livre « Un si long silence » qui dénonce son calvaire dans le milieu des sports de glace. Monsieur le préfet l'a dit tout à l'heure, le 21 février 2020, Madame Maracineanu, ministre des Sports, réunit la première convention nationale de lutte contre les violences dans le sport, en présence de Madame Belloubet, ministre de la Justice. Elle annonce un certain nombre d'engagements qui s'inscrivent dans une politique gouvernementale très volontariste qu'on peut retrouver dans le plan de mobilisation et de lutte contre les violences faites aux enfants, initié par M. Taquet, secrétaire d'État à la protection de l'enfance, qui était aussi présent lors de la Convention, pour indiquer que ce que le ministère conduit en matière de lutte contre les violences sexuelles dans le sport s'inscrit dans une stratégie interministérielle au niveau national, et cette même stratégie doit trouver sa déclinaison au niveau territorial. Monsieur le préfet y a fait allusion tout à l'heure. La création d'une nouvelle fonction de délégué ministériel à la lutte contre les violences dans le sport est alors annoncée. Ma nomination intervient début juin 2020 et mon action, bien sûr, s'appuie au quotidien sur l'équipe de la direction des sports au ministère. La ministre fait part à cette occasion de son souhait de définir une stratégie nationale de prévention et de lutte contre les violences partagée avec les acteurs. J'insiste beaucoup sur cette notion de partage parce que nous savons maintenant que c'est une des conditions indispensables à sa réussite et il me revient de coordonner cette stratégie nationale. Un temps 2 de la convention de février était prévu avant l'été. Bon, le contexte sanitaire ne l'a pas permis, mais un bilan d'étape a été présenté lors d'une conférence de presse qu'avait tenue la ministre le 1er juillet. Tous les documents présentés à cette occasion, et en particulier les données chiffrées sur les signalements, sont en ligne. Je vous invite à vous y référer parce que ces chiffres sont particulièrement éclairants. J'en reprendrai seulement quelques-uns dans mon intervention. Une stratégie nationale, donc, qui repose sur 4 piliers que je vais développer devant vous. D'abord, sécuriser le traitement des signalements, puis améliorer le contrôle d'honorabilité des intervenants auprès du public sportif et en particulier des plus jeunes. Une politique nationale de prévention partagée avec les acteurs, je vous l'ai dit, au sein de laquelle la formation des acteurs, rendue obligatoire, doit avoir une place particulière. Alors, concernant la sécurisation du traitement des signalements de violence, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai parlé de déflagration. Nous devons aujourd'hui faire face à une situation inédite de par son ampleur. Il ne faut pas nier que le traitement des signalements des violences est un sujet difficile pour les personnes dont ce n'est évidemment pas le métier et qui ont pourtant la responsabilité de prendre les mesures qui s'imposent. La création, à la demande de la ministre, d'une cellule nationale dédiée au sein de la direction des sports et d'une adresse, Signal Sport, qui est aujourd'hui bien connue, je crois, a permis de recenser, depuis fin 2019, 360 signalements. Monsieur le préfet évoquait les 177 signalements au 1er juin. Vous voyez que c'est plus qu'un doublement en cette fin novembre, début décembre. Chaque signalement donne lieu à enquête. La victime ou la personne à l'origine du signalement est informée que des suites seront données. Les suites, quelles sont-elles? Alors, elles relèvent de procédures judiciaires, administratives, disciplinaires. Alors, des procédures judiciaires d'abord, bien sûr, parce qu'il y a eu plainte de la victime ou signalement aux autorités judiciaires. Je vous ai rappelé tout à l'heure les infractions telles qu'elles sont prévues dans le code pénal et les peines qui y sont rattachées. Mais aussi des procédures administratives qui peuvent conduire à ce qu'on appelle des mesures de sûreté ou des mesures de police administrative, comme par exemple l'interdiction d'exercer d'un éducateur sportif. Ces mesures, elles sont prononcées à l'issue d'une enquête qui est conduite par les services du ministère. Aujourd'hui, les directions départementales de la cohésion sociale, demain, au 1er janvier, au sein des services départementaux de l'éducation nationale, services dont le rôle est essentiel sur le sujet et qui sont évidemment sous l'autorité des préfets de département. 80% des départements et territoires ultramarins sont aujourd'hui concernés par au moins une enquête
suite à un signalement révélé sur l'adresse Signal Sport. Alors, procédure judiciaire, procédure administrative, enfin, des procédures disciplinaires. Et il s'agit là d'une spécificité du champ sportif, puisque bien sûr, il existe des violences en dehors du monde du sport. Mais dans le champ du sport, il y a une spécificité, puisqu'il relève de la responsabilité de la fédération sportive, agréée par le ministère, faut-il le rappeler, de prendre les mesures administratives et disciplinaires à l'encontre d'un mis en cause lorsque celui-ci est licencié de la fédération. Vous l'aurez compris, le traitement des signalements s'inscrit dans un environnement juridique complexe qui comporte un enjeu majeur en termes de circulation de l'information dans des conditions sécurisées entre les autorités judiciaires, les services du ministère et les fédérations sportives. En appui et dans le prolongement des mesures législatives existantes, et en particulier la loi du 14 avril 2016 sur les conditions de transmission d'informations à caractère judiciaire des autorités judiciaires vers l'administration, des travaux sont en cours avec la chancellerie sur ce sujet. À la demande de la ministre, chaque fédération a dû désigner un référent lutte contre les violences sexuelles qui est aujourd'hui l'interlocuteur exclusif de la cellule nationale du ministère, permettant ainsi une circulation sécurisée des informations dans le respect que nous devons à la fois aux victimes et aux personnes mises en cause. Je vous parlais de situations inédites. Pour illustrer mon propos et sans vous abreuver de chiffres, sachez que les préfets de département ont pris 5 fois plus de mesures de police administrative pour des faits de violence dans le sport en 10 mois qu'en 10 ans. Le deuxième sujet sur lequel nous devons être mobilisés, c'est le sujet du contrôle d'honorabilité des intervenants. J'ai envie de vous dire, c'est la première étape d'une politique efficace de prévention. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est finalement le contrôle d'honorabilité? Il faut rappeler qu'il s'agit de vérifier les antécédents judiciaires d'une personne. Alors, aujourd'hui, nous avons un cadre législatif qui prévoit une obligation d'honorabilité pour les éducateurs et les exploitants d'établissements d'activité physique et sportive, excusez-moi. On parlera de dirigeants lorsqu'il s'agit d'associations sportives, que ces éducateurs ou ces exploitants soient professionnels ou bénévoles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que certaines infractions ont pu donner lieu à des condamnations qui créent une incompatibilité de continuer à exercer ces fonctions dans le champ du sport. La vérification, elle est effectuée par la consultation du casier judiciaire, B2, et du fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, le FIGES. Alors, il s'agit là de dispositions essentielles, vous l'aurez compris, qui visent à prévenir la récidive. Alors, puisqu'il y a un cadre législatif, on peut se poser la question de ce qu'il en est de l'application de la loi. Alors, s'agissant des éducateurs professionnels, il existe depuis de nombreuses années un dispositif de contrôle, puisque les professionnels doivent être titulaires d'une carte professionnelle. Celle-ci n'est délivrée par les services de l'État qu'après vérification de la qualification du diplôme de l'intéressé et de son honorabilité. On peut donc penser que le sujet est traité. Malheureusement, il ne l'est pas. Au moment du bilan de juillet, sur 177 signalements, vous disais-je, 60% mettaient en cause des éducateurs. Parmi ces éducateurs, 75% étaient des éducateurs professionnels. Près de 45% d'entre eux n'avaient pas de carte professionnelle ou n'avaient pas de carte professionnelle mise à jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous aurions pu éviter certains faits si la loi avait été appliquée, en particulier si les employeurs avaient vérifié la carte professionnelle pourtant obligatoire. On observe que pour beaucoup d'acteurs du monde sportif, la carte professionnelle est considérée uniquement comme l'outil qui permet de vérifier le diplôme. Et on considère que parce qu'on a demandé le diplôme, on a respecté les obligations du Code du sport. Or, la carte professionnelle,
c'est le moyen de vérifier que la personne qu'on embauche n'a pas d'antécédents judiciaires qui rendraient incompatibles ses fonctions auprès d'un public et en particulier d'un public mineur. Pour les bénévoles, cette obligation existe, mais le contrôle est aujourd'hui aléatoire. Ce contrôle, il est réalisé au moment d'un contrôle d'un établissement par les services, où là, tous les intervenants vont faire l'objet d'un contrôle systématique, ou à la demande d'un dirigeant, par exemple, en cas de difficulté particulière avec un de ses intervenants, qui va solliciter l'administration pour lui demander de faire les vérifications. Donc, on voit bien que le dispositif aujourd'hui n'est pas fiable. L'objectif, c'est donc la mise en place d'un dispositif de contrôle automatique et systématique. Le cadre législatif s'applique au même périmètre, éducateurs, exploitants, dirigeants. La ministre souhaite une évolution législative qui permettrait un contrôle de toutes les personnes en contact avec des mineurs, puisque dans le dispositif actuel, il y a un certain nombre d'intervenants dans le champ sportif qui échappent à cette obligation de contrôle d'honorabilité. Pour autant, nous avançons sur le dispositif pour le rendre, comme je vous le disais, généralisé. Le cadre réglementaire, puisque la loi existe, doit, lui, être complété par un décret et un arrêté, puisque ces textes permettront d'autoriser le croisement avec le FIJES du fichier des licenciés concernés transmis par chaque fédération au ministère. Donc, vous l'aurez compris, à partir du moment où on parle de dispositions qui vont permettre le croisement de fichiers, il y a évidemment des garanties qui doivent être apportées. Les textes font l'objet d'un examen en ce moment auprès de la CNIL et devraient être publiés en janvier. Les textes actent également la création d'un système d'information, un nouveau système d'information dédié à ce sujet qui s'intitule SI Honorabilité. La publication des textes en janvier sera suivie d'une phase test avec quelques fédérations, puis d'un déploiement dans la foulée à partir de début 2021. Alors, j'insiste sur le rôle essentiel des clubs locaux dans ce dispositif, parce qu'il s'agira de déterminer les personnes qui sont soumises à ce contrôle, puisque leur activité n'est pas toujours couverte par une licence spécifique. Pour illustrer mon propos très rapidement, par exemple, toutes les fédérations aujourd'hui n'ont pas de licence entraîneur ou de licence dirigeant, ou certains entraînent, mais ont une licence joueur, n'ont pas une licence entraîneur. L'efficacité du dispositif, je vous renvoie à ce que je viens de dire sur les éducateurs professionnels, l'efficacité du système reposera sur la fiabilité des fichiers. La conséquence d'une inscription de certaines infractions est la notification d'une incapacité d'exercer des fonctions auprès d'un public, en particulier mineur. Incapacité dont le non-respect est sanctionné pénalement. Vous comprendrez bien que c'est bien le premier étage de la fusée lorsqu'on parle de prévention dans le monde du sport. Alors, il s'agit là d'un chantier d'une grande ampleur, puisque le public concerné est estimé à 2 millions de bénévoles. Un travail soutenu est conduit depuis plusieurs mois avec les fédérations sur ce sujet pour être prêt dans les délais qui ont été assignés par la ministre. Une politique de prévention qui associe tous les acteurs, je vous le disais tout à l'heure. Alors, cette politique, elle s'appuie en particulier sur un partenariat du ministère avec des associations nationales, spécialisées dans le champ du sport ou non, mobilisées d'une part sur la sensibilisation et la prévention des violences, et d'autre part sur l'accompagnement essentiel des victimes. Nous insistons beaucoup sur ce sujet, et d'ailleurs, lorsqu'une victime nous communique un signalement sur l'adresse dont je vous ai parlé tout à l'heure, elle reçoit systématiquement une information qui va lui permettre de contacter une association de son choix pour l'accompagner dans ses démarches, que ce soit au plan juridique, mais aussi l'accompagner au plan psychologique. Alors, parmi les associations nationales avec lesquelles nous travaillons, je peux citer le comité éthique et sport, les papillons, monsieur le président du CROSS
a fait mention tout à l'heure d'un partenariat avec cette association, l'association Colosse au pied d'argile, La Voix de l'enfant, etc. Cela n'exclut évidemment pas les partenariats qui doivent être encouragés parce qu'ils sont parfois anciens avec des structures ou des associations locales. La réflexion en matière de prévention, elle nous invite à nous adresser, bien sûr, je l'ai dit, aux dirigeants, aux éducateurs, mais aussi aux jeunes pratiquants eux-mêmes et à leurs parents. La démarche, elle doit couvrir toutes les formes de pratique, du loisir jusqu'au sport de haut niveau, et elle doit couvrir tous les publics. Cela conduit à élaborer des outils qui sont destinés aux professionnels, mais aussi des outils grand public. C'est ce qui a été fait. Une campagne de sensibilisation et des outils ont été diffusés jusque dans les clubs à la rentrée en 2020, en dépit, comme ça a été rappelé, des difficultés liées au contexte sanitaire. C'était un vrai challenge pour nous, je ne vais pas vous le cacher. En accord avec le CNOSF, outre les outils dématérialisés, accessibles par tous en ligne, nous avons fait le choix de livrer des affiches dans les GDOS, 160 000 affiches pour couvrir tous les clubs, afin d'assurer le lien avec les comités départementaux et donc, in fine, avec les clubs. Alors, vous avez à l'écran l'affiche qui a été diffusée. Cette affiche, elle permet de faire connaître dans le milieu du sport le 119, hein, qui est le numéro, peut-être la deuxième affiche le précisera, si vous voulez bien l'afficher, merci. Le 119 qui est le numéro de l'enfance en danger. Je voudrais rappeler d'ailleurs à cet endroit que sur ce sujet, le sport avait quelques retards, puisque la loi prévoit depuis longtemps que dans tous les lieux fréquentés par des enfants, le 119 doit être affiché. Or, il y a un endroit où le 119 n'était pratiquement jamais affiché, c'était les équipements sportifs. On l'avait déjà mentionné dans les rapports d'inspection générale, on a pu à nouveau le constater récemment. Alors, les messages qui ont été véhiculés à cette occasion ont pour objectif premier, bien sûr, de protéger d'éventuelles victimes, mais aussi d'aider l'encadrement dans son rôle éducatif de repérage et d'accompagnement. La direction régionale m'avait transmis un certain nombre de questions qui ont été communiquées dans la préparation de cette conférence. Et il y avait beaucoup de questions sur ce sujet. Comment faire, comment repérer, quels sont les outils, à qui m'adresser. Le club sportif, il faut aussi le rappeler, c'est un lieu où une relation de confiance s'instaure entre un éducateur, un adulte, et un enfant. Cette relation de confiance, elle peut permettre à l'enfant de livrer une parole sur des faits dont il a été victime en dehors du club et en particulier dans la sphère familiale. C'est la raison pour laquelle, parmi les outils que nous avons diffusés, vous avez à l'écran un document, c'est un 4 pages, qui rappelle les définitions, de quoi parle-t-on lorsqu'on parle de violence sexuelle dans le sport, qui rappelle qui contacter, qui rappelle quels sont les signaux qui doivent alerter lorsqu'un enfant, un jeune ne va pas bien, et qui rappelle les gestes qui doivent prévaloir, avec en toile de fond l'idée qu'un éducateur, un dirigeant confronté à ce type de difficulté ne pourra jamais la traiter tout seul et qu'il s'inscrit dans un écosystème avec des spécialistes, des professionnels qui vont pouvoir intervenir en appui. Le capital confiance du sport ne doit jamais exclure la vigilance. Des organisations, des gestes, des attitudes sont à proscrire et d'autres sont à valoriser. Comment expliquer qu'on tolère encore certaines pratiques dans le champ sportif alors qu'elles sont proscrites ailleurs depuis bien longtemps, en matière d'organisation de l'hébergement, d'organisation des déplacements, d'organisation et de surveillance des vestiaires. C'est la raison pour laquelle nous avons également mis à disposition des supports sous forme d'affiches, de flyers, etc. Peut-être pouvez-vous l'afficher, merci. Une affiche avec des pictogrammes, pour employer une expression qui est malheureusement aujourd'hui bien connue, je l'appelle l'affiche des gestes barrières.
c'est-à-dire qu'est-ce qu'on ne doit pas faire et ce sur quoi, lorsqu'on est aujourd'hui en situation d'organiser une pratique sportive, ce sur quoi on doit porter une vigilance particulière. Alors, je ne commente pas les pictogrammes qui s'affichent à l'écran, mais je vous invite à télécharger ces affiches et à les commenter à l'occasion d'une rentrée sportive, par exemple. Alors, l'enjeu, vous l'aurez compris, c'est celui de faire émerger une culture de la vigilance partagée par tous, parce que ce sujet est l'affaire de tous. Aujourd'hui, un enfant, un parent doit se sentir autorisé à poser des questions sur la manière dont son enfant est pris en charge dans une structure sportive et poser des questions sur des sujets autres que l'apprentissage technique de la discipline. Enfin, pour terminer, au sein de ce plan de prévention, une formation rendue obligatoire. La stratégie de prévention, elle comporte un volet formation qu'on ne doit pas occulter, qui peut être l'essentiel. La ministre a fixé un objectif ambitieux que tout acteur de l'écosystème sportif, qu'il soit dirigeant, éducateur, arbitre, staff médical, ait bénéficié d'une formation sur ces questions. On peut observer que les politiques ministérielles et que les engagements antérieurs des différents acteurs ont montré leurs limites, avec une difficulté réelle à nommer les choses, en privilégiant un discours sur les valeurs au détriment de celui sur les dérives, sur l'inacceptable. L'argument opposé était celui du risque d'effrayer les parents, d'effrayer les enfants, alors que c'est évidemment tout le contraire. Ce qui est fait, ce qui est dit, est de nature à donner confiance. On a également opposé le risque de stigmatisation du monde du sport, alors que le sport n'est pas le seul concerné. Certes, mais il faut avoir à l'esprit que la pratique sportive présente des risques particuliers sur ces sujets. Les intervenants qui me succéderont, et en particulier M. Lyotard, que je salue, développera certainement ce point. On a évoqué également le risque de fragilisation du mouvement sportif qui repose essentiellement sur le bénévolat. Or, c'est le contraire. Ce qui est fait vise aussi à prémunir et à aider les bénévoles et l'encadrement à faire face à ce type de situation. Un travail important avait été conduit en 2008, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec une charte d'engagement signée par presque toutes les fédérations, mais sans plan d'action, sans évaluation. Un référentiel de compétences à inclure dans les formations avait été élaboré, mais sans contrôle des contenus, etc. etc. Et des outils pédagogiques de qualité ont été conçus, mais ils n'ont été que peu appropriés par les acteurs. On peut regretter aussi un suivi insuffisant de la part du ministère et un faible niveau d'exigence dans la mise en œuvre de ce plan par les fédérations sportives. Dans le même temps, des initiatives territoriales, la Normandie en est une illustration, et fédérales ont perduré et doivent être valorisées. Le dispositif de formation que nous commençons à construire justifie donc une collaboration avec les collectivités locales, les branches professionnelles, le mouvement sportif, les associations spécialisées. Le travail a été engagé. Cette offre de formation se déploiera au cours de l'année 2021. Il nous faut mieux traiter dans les formations du rôle de l'éducateur en s'attachant davantage à l'environnement de la pratique, à la protection de l'enfant et du jeune, et ne pas se concentrer exclusivement sur l'apprentissage des gestes techniques. En guise de conclusion, ces questions touchent à l'essentiel, à l'intégrité des sportives et des sportifs. Elles renvoient au rapport au corps. Elles doivent trouver place dans le parcours éducatif de tous les enfants et les jeunes, et donc mobiliser l'ensemble des acteurs en interministériel, collectivités, associations, qui interviennent dans cette nécessaire continuité éducative. L'organisation de cette manifestation, qui connaîtra des prolongements plus interactifs ultérieurement, et votre présence nombreuse, témoigne de cette prise de conscience et de votre engagement. Je vous en remercie, tant la mobilisation de tous est nécessaire, parce que nous sommes tous concernés. Je vous remercie de votre attention.